Bonsoir, bonsoir chers amis. Heureux de vous retrouver tous ensemble pour cette 23e édition du Printemps des Poètes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour fêter la clôture de cet événement que nous avons célébré à l'Institut français Hayashi pendant 3 jours. C'est, comme vous pouvez le voir, un événement que nous avons souhaité décliner à la fois dans le temps et du point de vue géographique et dans l'espace. Dans le temps, nous avons commencé le 17 mars avec une séquence que nous avons intitulée « Si le désir m'était compté ». Si les désirs m'étaient comptés, un choix de texte du patrimoine littéraire français que nous avons eu le bonheur d'entendre par la voix du comédien français d'origine espagnole Charles González, qui nous a lu un extrait de Louise Collet, Charles Baudelaire, Anna de Noailles. Ces lectures, vous les retrouvez sur notre Facebook et sur le site de l'Institut français de Hayashi. Nous nous sommes tout de suite après, vous retrouverez également un très bel entretien donc, de l'artiste avec moi-même sur justement sa carrière et sur pourquoi il a souhaité, il a consacré beaucoup de sa carrière justement à la lecture de textes poétiques. Hier, nous étions de nouveau dans la période contemporaine avec le passage à des auteurs roumains, de grands auteurs roumains de Iași, qui nous ont fait l'honneur de partager leurs textes poétiques dans un cadre tout à fait feutré, une auberge de Iași, une auberge moldave. Il s'agit de Valeriu Stancu, de Cassian Marian Spiridon, de Liliana Foșalau et de Carmelia Leonte. Vous m'excuserez encore pour la prononciation un peu approximative, mais j'essaie de faire de mon mieux. En tout cas, à eux tous, merci encore et nous les avons également en ligne ce soir et ils vont interagir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette manifestation, mais sachez que seul l'Institut français Hayashi a célébré le Printemps des Poètes parce que nous sommes dans une ville particulièrement poétique où le souffle de Mihai Eminescu résonne toujours. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir fêter ces rencontres poétiques dans cette belle ville moldave où j'ai la chance d'être nommée. Aujourd'hui, dernier jour de la manifestation, place aux jeunes. Nous avons adressé un appel, non pas à candidature, mais un appel à texte auprès de jeunes étudiants ou élèves des lycées bilingues de la région qui ont produit de petites perles en français ou en roumain. Et ma collègue collaboratrice Raluca Varlan me disait que parfois même les textes en français étaient meilleurs que les textes en roumain, ce qui prouve aussi l'intérêt pour notre langue dans cette région de Moldavie, région particulièrement francophone. Les textes de ces jeunes se trouvent sur notre Facebook et également sur notre site. Donc, je les félicite tout particulièrement et je les encourage à continuer. Parmi les poètes de ce soir, il y a aussi beaucoup d'enseignants. Donc, notre rôle d'enseignant est également évidemment, de véhiculer, de transmettre notre passion. Et ça m'a fait très plaisir de voir comment les jeunes gens réagissaient. Ce soir, nous finissons donc avec une soirée festive, musicale, avec des lectures artistiques, avec des lectures tout court. Et pour cela, j'accueille donc sur le plateau virtuel Charles González, dont vous avez entendu la voix, Étienne Champollion, qui va nous régaler de ses notes et de ses intermèdes musicaux, et 7 poètes, à savoir Sylvestre Clancier, Cécile Oumani, Rachid Ralès, Marc Quachber, Giovanni Dortoli, Brigitte Gir et Mathias Vincenot. À vous tous, mes amis poètes, mes amis tout court et les amis de tous puisqu'on est en poésie, je souhaite une très belle soirée et commençons donc sans plus attendre en musique et ensuite je me permettrai de
de redistribuer la parole aux uns et aux autres. Et bien sûr, un moment d'échange aura lieu avec le public en fin de séance ou de séquence. Et permettez-moi également de conclure que si un événement est bien rodé, s'il est bien préparé, c'est qu'il est le résultat d'une équipe. Et je souhaiterais remercier, avant de démarrer, mes 2 collaboratrices que vous voyez ici et 2 collègues, Raluca Varlan et Cristina Iliescu, Julia Petrach, qui avait également collaboré. Enfin, à tout l'Institut français, qui est une équipe dynamique, je souhaite mes meilleurs voeux et j'espère que nous allons continuer à faire de belles rencontres comme celle de ce soir. Que la soirée s'ouvre en musique avec Étienne. Merci beaucoup. Je vous remercie, Étienne, pour cette entrée en musique. Vos notes ont éveillé en moi justement la thématique que je m'aperçois avoir peut-être omis de dire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour des textes poétiques qui doivent célébrer le désir. Superbe thème, après le thème de l'ardeur, de la beauté, du courage. C'est donc le désir pour cette 23e édition. Désir qui se décline bien entendu sous toutes ses formes, du désir amoureux au désir d'engagement, au désir de vie, au désir de sortir de cette période de confinement qui nous pèse à tous. Désir de vivre, d'aimer, de partager. Je passe la parole à Sylvestre Clancier, que je remercie donc chaleureusement de venir. Sylvestre Clancier a baigné dans un univers poétique depuis son enfance, puisque son papa, son père, était un grand poète qui est célébré à de nombreuses occasions, que Sylvestre en garde très vive la mémoire et que Sylvestre porte haut le verbe poétique. Poète, essayiste français, traduit en 15 langues, dont le roumain par justement Valeriu Stancu, collègue et poète, éditeur roumain, qui a traduit son dernier volume et nous espérons pouvoir accueillir, comme un peu chacun de vous accueillir en réel dès que la situation nous le permettra. Sylvestre a également rédigé et créé de nombreux livres d'artistes. Il est aussi le président de la Société Mallarmé. Il a eu de nombreux prix littéraires. Bref, Sylvestre est un grand monsieur de la littérature. Sylvestre, je vous donne la parole. Je vous remercie beaucoup, Muriel Legris-Merlino, pour m'avoir invité avec d'autres amis poètes ce soir. Donc, le thème étant le désir, je vais d'abord lire un poème qui s'intitule « Désir de désir ». Il s'agit d'un rêveur ordinaire. De l'imagination, ô rêveur résistant à la désolation,
Dans tes filets hâtifs, tu recherches le coup qui te rendrait festif. Séducteur débonnaire, baladeur éphémère, tu fais le pan très fier, coiffé de ton gibus. Tes fantasmes érotiques, car tu n'es pas coincé, te rendent pathétique. Tu es pourtant bien né d'un étonnant amour, tu ne peux l'ignorer. Personne ne met en doute cette passion éclose qui t'a ouvert la route. Et quand tu ouvres l'œil en prenant de grands airs, on n'a plus aucun doute. Tel un vif écureuil, tu te dresses pour plaire, séducteur débonnaire. En toutes circonstances, toi le petit futé, rêveur, tu prends ta chance. Coulé dans l'eau du rêve, ta passion réveillée, bientôt te vient en aide. Alors change, rêveur, que ton vie se darde, retrouve son émoi, et que ton cœur abuse de ses nuitées confuses et en tire de la joie. Coule-la toi bien douce dans ton rêve accompli à cette belle rousse, sans crainte vient téter cette beauté pâmée dénudée sur la mousse. Festif rêveur, lutte, cette belle Élodie, en rien ne te rebute. Amoureux dévoilé sur lit de feuilles mortes, va et viens la porter, reprends-la. Avant qu'elle ne te fouette, ne fais pas la mauviette. Cette aventure céleste, rêveur, elle est ardente, mais s'effrite au réveil. Qu'on te rende l'amante, crie ton cœur désolé, tu sanglotes et pleurer. Rêveur bien malhonnête, il te faut des étoiles, rêver de les connaître. Ces nudités du ciel, il te faut les chanter pour hisser la grand voile. Dans le noir, t'en aller, faire l'amour, hagard, et rêver, avoir l'eau à la bouche, adorer le plumard et jouer les manouches. Ah, rêveur, sans repos, guerrier, tu n'es pas vain à rester sur le dos, tu ne peux te complaire, paresseux légionnaire, à jouer du pipeau. On te voudrait aimant alors que tu dérives sans jamais te poser. Tu espères la lumière et pourtant tu te terres dans la nuit oubliée. Tu cherches une bouée pour mettre le mot fin à ces jeux de hasard. Fière, promise, beauté dont l'amant n'est plus vain, un ange à embrasser, enfin à ton niveau, un vrai cadeau des cieux, pour toi jamais trop beau, et te voilà ravi par la grâce de Dieu qui t'unit au plus haut, qui te rend la ferveur, la passion animale, et les fièvres d'ailleurs, tes ravages d'avant, tes rodéos osés, tes rêves en couleur, tes figures imposées, tes amours de la nuit, aventures débridées. Voilà, un petit court extrait pour commencer, puis un deuxième et dernier poème, qui lui s'intitule « Les désirs presque ». Les frasques qui mènent à l'ivresse sont presque des désirs divins. Quand le bon vin nous met en liesse, il n'est pas vain d'être livresque ou presque. Quoique la lyre soit plus céleste quand elle accompagne le vin, que de subtils parfums mauresques dissipent un fond de tristesse. Fatrasie, fantaisie de texte, vain prétexte pour feindre l'ivresse ou presque. Fresque livresque, voyelles en vrac comme le vin. La presqu'île est toujours presque, quelle tristesse qu'on lui préfère l'île. Le vin commun est toujours presque, c'est la fête quand il est divin, mais il s'agit d'un autre vin. Vive liesse dans l'ivresse de lire, lire en liesse, c'est vivre enfin, plaisir de lire, désir livresque, buvons vite, jusqu'à la lie, ou presque, des coupes de livres et de vin. Déesse, ivresse, lit à liesse, au livresque, délaisse la romanée, le romané conti pour le romanesque, à moins que ce ne soit l'inverse que toujours préfère le poète. Pour que le livre soit une fête, il faut le lire jusqu'à la fin et boire du vin jusqu'à la fin. Ne restez pas sur votre faim, lisez, lisez, buvez, buvez, comme on entonne un bon refrain. Et ça, c'est un extrait d'un livre que je prépare avec Vanda Miouliac, une consoeur roumaine, qui s'intitule L'ivresse et qui c'est une collection nouvelle et le recueil complet s'appellera Autant on emporte le vin. Voici pour le désir. Merci. Je reconnais bien également l'humour absolument subtil de Sylvestre. Merci beaucoup. C'est une très belle entrée en matière pour ce désir. Très beau texte. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci. Musique. Merci Étienne. Je passe donc la parole à Cécile Oumani, que nous avions eu le plaisir d'accueillir lorsque la pandémie n'était pas encore arrivée. Donc, Cécile est venue chez nous à l'Institut français à Iași dans une rencontre que j'avais intitulée Au fil des mots et qui justement aussi mariait les arts.
Elle était venue aussi avec nous à Suceava. Et je me rappelle également l'avoir invitée au Maroc. Donc, comme disaient certains de mes amis, il me proposait des destinations pour ensuite éventuellement me rejoindre. Je trouvais ça très, très, très sympathique. Voilà, je ne sais pas quelle sera la prochaine. Plus sérieusement, j'aime beaucoup la poésie de Cécile, tout en force et tout en finesse. Poète, romancière, également enseignante, chercheur. Cécile a été traduite également en de nombreuses langues, surtout l'anglais qui domine dans sa production littéraire, et a reçu également de très nombreux prix. Cécile est toujours à l'écoute des autres et c'est une poétesse au grand cœur, je dirais. Cécile, à vous. Merci beaucoup Muriel. Bonsoir Muriel et bonsoir à tous ceux de IACH et de Suceava qui nous entendent ce soir, parce que pour moi ces deux rencontres à IACH et à Suceava sont de très précieux souvenirs. Je vais lire donc quelques extraits d'un recueil qui est à paraître et qui est né d'une rencontre entre Turner, des peintures de Turner dont j'ai retrouvé la trace du côté de Grenoble, du côté de la Grande Chartreuse. Et donc c'est donc le désir dans le regard du peintre et mon propre désir de rejoindre le travail de ce peintre que je ne m'attendais pas à retrouver du côté de Grenoble dans les montagnes. La démesure de l'espace et de la lumière, l'apprendre à l'aune du corps étendu sur le sol, boussole affolée entre terre et ciel. Sans se lasser, interroger le monde, ébahi du fil de tendeur limpide, et boire à large goulée l'incessante mouvance, ce vertige muet où glissaient les couleurs, happées toujours plus loin et plus haut dans l'énigme du reflet. Et la soirée ne suffisait pas à épeler la langue secrète des choses. Flux de lave dans l'obscur des veines, le poignet tressaille, le pouce s'emballe en ce point où le jour s'attache au couchant. Combler ce qui manque et déchiffrer le sourd alphabet d'une langue ravie au soleil, syllabe par syllabe, là où s'étoilent nos nuits, au cadran d'un autre ciel. Grenoble, de la rivière du Drac, la Bastille, Montrachet et Mont-Saint-Hénard. Saules nus comme le temps, des chemins immobiles entaillent loin leurs troncs, une histoire muette, faite de terre et de sève, creusée par le vent et par le gel, figée aux abords de la saison. Sa lente courbure, accordée à l'ampleur de l'œil dans la seule passion du trait. L'allée souligne le cours de l'eau et s'en va rejoindre la profusion des nuages qu'érafle l'arête des cimes. Fuite du regard, happé par l'échappée et la promesse du voyage. Des yeux, je suis l'ombre, dressée aux confins du paysage. Lirai-je jusqu'au bout de ses doigts, entre craie et gouache, le remous de ses veines? Que sait-il de l'avant du monde où se perd son œil ébloui et qui nommera les couleurs à l'orée de ses paupières? Les mots se bousculent au guet de sa mémoire endormie. Étrange, leur rumeur l'assourdit, et que laissera-t-il de lui-même au seuil du monde pour dépeindre la terre et les arbres? Près de la Grande Chartreuse, ce que la neige est d'un lendemain à espérer, ou de la hauteur d'un givre à rejoindre, contrée blanche du vol de l'oiseau, attentif au pas du marcheur, l'ombre obscurcit le bout de ses doigts, engourdi par une nuit trop proche. Lever les yeux pour garder mémoire et franchir peut-être ce qui sépare, là, vers cette douceur incendiée. Elle qui surplombe l'heure comme le rêve, qui la connaît?
torrent dans la Chartreuse, près de Pompéran. D'un battement de paupières franchir l'orée, aujourd'hui échappe à la couleur et s'efface vers hier, ivresse folle, à suivre les traces, à les nommer, puis à s'engouffrer, traits et hachures sombres aux lisières d'un ciel clair. Le jour ne connaîtrait pas de fin, hormis l'impatience du chemin à venir, le souffle coupé du voyageur enivré d'ailleurs, et tout ce blanc qu'enlaçait la pierre, si loin devant lui, il ne le quittait plus des yeux. Qui lira l'écho aux parois assourdies du torrent? Où est son empreinte déployée sous l'aile du temps? Car l'étreinte des abrupts se ferme au regard. Ne reste que la nuit où lire les images. Étendre l'instant au plus près de son grain, le pouls s'emballe, midi tressaille très loin vers l'échappée où s'engloutit le songe. L'heure s'escarpe sur le chemin, il va, éperdu de ce qui frémit, puis s'en va, à peine entrevue, indicible gradation de jaune. Déclin de midi gorgé de rouge, il croit vaciller à l'extrême rebord du monde. Merci. Oui, on peut applaudir, hein, bien entendu. Hein. On peut bouger devant notre écran. Hein. Merci beaucoup, Cécile. Je reconnais la voyageuse tout en, voilà, comme je disais, tout en nuances. J'aime beaucoup votre poésie qui sillonne les lieux, les espaces, les atmosphères. Merci beaucoup, Cécile. Au plaisir de vous accueillir toujours ici ou ailleurs. Étienne, musique? Musique. Merci Étienne. La parole à Rachid Rallès, que je retrouve avec Rachid Rallès, vient du Maroc, vient de Rabat, compagnon d'aventure littéraire. Nous avons créé, lorsque je dirigeais l'Institut à Rabat, de nombreux et très beaux événements avec l'université de Rabat, l'université de Kenitra. Rachid Rallès, comme Cécile, comme Giovanni, je ne sais plus qui j'oublie, enfin sont enseignants. Je sais que Rachid est quelqu'un de particulièrement aussi engagé avec les jeunes, leur donnant voilà, l'envie d'écrire, que ce soit voilà, en arabe ou en français. Rachid, qui est en même temps donc poète, romancier, traducteur, organisateur, comme je vous disais, de nombreux événements littéraires et directeur littéraire d'une maison d'édition qui s'appelle Virgule Édition. Voilà, c'est pour moi un plaisir aussi personnel de l'accueillir ici et d'écouter sa poésie percutante, vous allez voir. À vous, Rachid. Bonsoir, merci Muriel. Je me propose de lire un extrait de l'un de mes recueils intitulé « Dans le désir de durer ». Et c'est une manière pour moi d'exprimer un désir d'élévation et peut-être de vie. Quitter cette terre, l'horizon, affûter mes ailes frêles aux affiloirs du temps, bâtir seul des sculptures chorales aux piliers vacillants, contempler ces ruines, puis voler ailleurs en moi vers des sommets, par des couloirs solitaires,
comme nul autre vol n'ait été tenté. Mourir à soi, 2 fois plutôt qu'une. Debout, au repos à mi-chemin de l'air et du feu, je regarde de si haut ces paysages obscurs, aériens. D'un geste sûr, j'éparpille les gerbes du feu orgiaque scellé à même mes os. D'un fer rouillé, je tranche mes doigts, puis j'en ris, d'un rire démoniaque. C'est à jamais mon âge que je brûle, comme autant de feuillets saturés de bruit et de fureur. Corps absent à ce monde et à l'autre, je creuse des sillons dans ma chair, quand de part en part les cimetières me traversent et me lacèrent. J'insuffle un désir à ma vie, à mon corps se tord, vibrant d'ambre et d'étain sur mes doigts ouvragés dans du cèdre. Je nais la nuit et au réveil, je me meurs. Tu déploies tes ailes, tu sens déjà le vent ébranler tes os à te rendre le cœur. Soudain, tu guéris ta plaie et à jamais tu emportes le stigmate. Là, entre plein et vide, tu es ici et nulle part. Désir d'envergure, d'altitude, tu survoles des villes brumeuses qui gangrènent ta peau t'acculant loin dans la finitude. À ton tour, tu les contamines de ta lèpre. À loisir, tu contemples cette belle ruine. Regarde ce vide sous tes ailes gonfler ton sang et le brûler à mesure. Regarde ta vie pousser derrière ton nom, le vent et la pierre conspirer pour t'établir dans la pesanteur. Résiste à ton désir. Assemble ton âge éparpillé là où ton enfance enfle et craque. Décrète la razzia, entre en mouvement. Tu aimes ce tremblement des choses où l'éternité de l'instant noircit dans tes yeux la sombre lueur des vœux. Tu aimes, et pour toujours, ce besoin de vertige, d'abîme. Durcis ton siège, sois impitoyable. Enivre-toi de notes liquides, sulfuriques, avalées à grande rasade, à décupler ton trouble. Vole à vive allure, exécute des cercles parfaits du nord au sud de ta joie, ta vie invécue. Amorce des détours carnavalesques et purs. Danse, danse en ronde avec ton ombre à l'extase, à l'étourdissement. Sous tes ailes, les crânes se brisent déjà et scintillent. Et ce bruit te grise. N'as-tu pas don de l'ivresse, du rapt, de l'esquive? Merci. Merci. Un grand merci, Rachid. Je reconnais bien votre poésie. C'est pareil avec ce mouvement, ce dynamisme, cet élan. Et je suis sûre aussi que beaucoup de vos étudiants doivent avoir envie de la commenter, de faire des mémoires de recherche. Oui, je confirme. Oui, bon, bien. Je confirme. En tant aussi qu'ancienne professeure de lettres, je me disais, j'aurais envie de m'y mettre, de travailler sur… Merci infiniment. Merci beaucoup, Rachid. Vraiment plaisir de vous avoir retrouvé. La parole, la musique, les doigts à Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Étienne qui peut se présenter aussi lui-même par rapport à… Si tu veux. Ouais. Alors,
Bonjour, bonsoir. Moi, je suis musicien, multi-instrumentiste. Ce soir, je vous joue du piano. Je vous alterne des improvisations sur les textes que je viens d'entendre, comme ici, et des fois des pièces écrites, comme la dernière. Donc là, j'étais inspiré par la poésie que je viens d'entendre. Et voilà, je travaille avec pas mal de poètes qui sont là ce soir d'ailleurs, avec Mathias, avec Giovanni, avec Sylvestre aussi à un moment. Donc nous nous connaissons un peu. Et voilà, pour le bref petit résumé, c'est ça. Merci Étienne. Oui, c'est vrai, ça colle vraiment, comme on pourrait dire un peu familièrement, mais à la musique. Enfin, il y a plutôt une osmose. Hein. Voilà, c'est très beau cette suite après le texte de Rachid. Sur le texte de Rachid, il y avait le double mouvement de désir et d'inertie, donc c'était très intéressant. Il y avait un mouvement perpétuel et à la fois dans sa poésie, c'était intéressant à traduire pour moi en tout cas. Bon, super. En plus, ce genre de rencontre, hein, c'est fait aussi pour vous mettre en relation. Hein, voilà. On va prendre, il y a la théorie du verre vide et du verre plein. Je préfère celle du verre plein. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à se voir, mais on se voit à distance et puis voilà, on crée comme ça des synergies et puis, entre un continent et un autre, on peut se voir grâce aux nouvelles technologies. Donc, prenons au moins ce que cette modernité nous offre. Voilà. Et alors, sans plus tarder, nous arrivons à Marc Quachber. Marc Quachber qui vient de Belgique. Comme Étienne vient de dire, on se connaît un petit peu tous dans le métier ou dans la culture. Donc, j'avais connu Marc il y a très longtemps, lorsque moi, j'ai débuté une carrière en Italie. Et si vous me permettez une anecdote, on commençait toujours nos rencontres téléphoniques par se parler de la météo. Et ça m'est resté. Et maintenant que j'habite en Roumanie, où parfois, en effet, le temps n'est pas forcément aussi clément, un de mes amis belges me disait, entre la Roumanie et la Belgique, il y a des similitudes. Donc, cher Marc, si vous voulez, on peut recommencer à parler météo, et puis après, on parlera poésie. Alors, on parlera poésie parce que vous êtes un grand poète. Vous êtes poète, vous êtes romancier. Vous êtes également traduit en Roumanie par Valeriu Stancu, que vous connaissez depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs par son biais que j'ai aussi retrouvé vos coordonnées. Vous travaillez avec des plasticiens. Vous donnez des conférences dans le monde entier. Je vous avais aussi retrouvé dans d'autres endroits. Et vous allez nous lire des pages ineffables sur le désir. À vous la parole, Marc. Merci Muriel. J'ai fait un petit montage. Je ferai un blanc entre les parties, mais je pense que ce n'est pas la peine de les commenter. Sauf que le dernier texte que je lirai, je l'ai écrit à Bucarest au début de ce siècle. J'étais allé voir un musicien et c'était fascinant. Et donc voilà, je l'ai écrit. Mais ça, c'est la fin. Forte bene, comme on dit. Boule en houle, des brûlures, douce plèvre, l'herbe rouge. L'errance, elle le libère, l'errance, elle les lacère. Au pluriel, ce sont des vieilles. Elles poudroient. Ils n'appellent plus. Ils rappellent. Elles s'égrènent. Elles épellent leur perte, leur regard. Elles attendent. Elles s'entendent. Tombe l'épaule. Leur châle encore. Acquiescement au leur. Son absence. Les voici sur le point de quitter un château d'antique mémoire. L'histoire du pays s'y est jouée. Tardive, la neige les surprend. Leurs escarpins hésitent. Tactiles,
L'espace vibre. Le silence leur tend les bras. La route est malaisée. Au détour du village, une auberge. Elle s'y allonge. Entre les murs blancs, personne. Des vins rares, du gibier. Ils quittent les lieux. L'après-midi est avancé. Un sourire plisse la lumière. Couleur d'embrun, l'espace leur paraît plus immense que jamais. Fiumicino, imbarco immediato per Parigi, uscita B19. Elle s'en va, pas un regard. Elle s'éloigne. Lui a fini par s'asseoir. Peut-être se tourne-t-il vers ses images les plus secrètes. Elle s'est arrêtée. Elle le regarde. Elle ne peut plus avancer. Il a repris son journal. Il lui jette un regard. Elle se remet à marcher. Elle allume son portable. Son visage bascule. Il s'est levé. Ils se croisent. Elle est toujours à son écran. Et donc voilà le texte de Bucarest qui s'intitule Le violoniste. Effondrement. Les nerfs percent la peau. Le violon sertit le plus secret des lèvres. Ses hanches frôlent un mort. Ses mains ouvrent et suturent dissolution. Douceur, attaque se succèdent. Cela surprend, cela reprend, cela descend. Il grimpe et grince, guinche. On est dans la folie, on est dans la furie, on accède à la plainte, au lieu où les mots cessent, à la grotte d'où ils viennent. Les revoilà, douleur, extase. De nouveau, l'allonger, il brise, aspire, accélère, tourne, zinzarise, retourne. Pourquoi plongerait-il? Étire, muse, aiguise, trompe, siffle, déboule, fin, monte, remonte. Laisse un écho, invente, part, explose. Le corps le suit, le trombone outrepasse, et de nouveau les tours, les filles, les abeilles, les cigales. Il cherche un lieu, celui qu'il ne trouvera pas, celui qu'il est seul à approcher. L'homme n'est plus jeune, il est vêtu de blanc, il a transformé les cordes. Merci, merci beaucoup Marc. Très beau, très belle incursion dans la modernité avec également évidemment des accents de nostalgie. On sent également le voyageur que vous êtes et le poète attentif aux images, aux bribes de mémoire. Particulièrement, personnellement, ça me dit beaucoup. Un grand merci et puis il faudra aussi que nos amis nous en lisent à un autre moment en roumain puisque vous êtes traduit chez nous et donc c'est pareil. On vous attend à nouveau, version 2021-22. Merci Muriel. Voilà. Merci Marc. Alors là, on fait comme si on était en effet dans une vraie salle de spectacle et on fait un entracte. Alors l'entracte, bon, il n'y a pas de bonbons de chocolat ou de popcorn, mais on va faire un entracte musical, beaucoup plus culturel avec Étienne. Étienne, entracte.
Merci Étienne. Vous écoutez. Bravo. Bravo. À la fin, on vous écoutera un peu plus longtemps. On vous donnera quelques minutes en plus. Voilà. Et Étienne nous permet de passer la parole à Giovanni Dottoli. Donc, Giovanni qui a l'habitude, en effet, donc, de présenter ses poèmes avec votre accompagnement musical. Giovanni Dottoli qui connaît aussi Marc qui avait parlé italien. C'est pour moi un grand plaisir d'accueillir Giovanni qui vient de cette superbe région du sud de l'Italie, des Pouilles, qui font souvent battre mon cœur. Hein. Les collègues, même ici, savent que je leur dis toujours « Ah oui, la Roumanie, mais c'est parce que c'est près de l'Italie. » Alors, il ne faut pas trop, parce que quand même, on est en Roumanie, il ne faut pas non plus… mais voilà, il y a cette latinité qui m'est très chère. Et je connais aussi Giovanni depuis très, très longtemps, puisque j'étais à Turin lorsque vous étiez vous-même dans le sud de l'Italie. On s'est rencontrés à Paris, que vous êtes très souvent en France, vous devez partager votre temps entre les deux pays. Vous êtes professeur émérite de langue et littérature française, vous êtes poète, vous êtes directeur de collection littéraire et vous avez une très importante œuvre poétique dont vous m'avez un petit peu parlé pour une réunion de ces différents volumes. Donc, la poésie vous fait vivre, la poésie a continué votre carrière universitaire, elle a été mélangée, et puis maintenant, et je suppose aussi que de nombreux étudiants doivent travailler sur vos textes poétiques, que ce soit en France ou en Italie. Merci Giovanni, un grand plaisir de vous retrouver parmi les amis poètes ce soir et d'entendre votre voix. J'aurais bien aimé vous entendre en italien, mais on vous demande de parler, de vous exprimer en français ce soir. Merci Giovanni. Merci Muriel, merci de cette très belle invitation. Merci de cette rencontre qui me touche au cœur. Alors j'ai choisi 3 désirs. Un désir musical, un désir mathématique, donc scientifique, et un désir traditionnel, d'amour. Le premier, le musical, est tiré de mon livre « Symphonie en bleu ». Ici, finit le voyage de poésie par le bleu de la vie et du temps. Ce fut un roman bleu marine dans la lumière de l'infini. Ce sonnet est du cristal céleste pour voir la rose et le rouge. Chuchote les jours en musique, sensation de rhapsodie bleue. Je suis le bohémien de l'azur, je vivrai les charmes des saisons, flamme de voyage poétique. Je caresse les roses et les jasmins, la brise m'envoie des présages, j'illumine ma vie au clair de lune. Et deuxième désir, je disais, désir tiré d'un livre intitulé « Maths égale infini ». C'est un éloge des mathématiques comme science de l'ordre du monde. Nombre. Je crois à la loi des nombres. Je suis né le 24-6-42. Équation parfaite des paires. 2, 4, 6. Notre vie est un chiffre d'amour. Voyage mathématique vers l'infini. Toutes les unités dans mon cœur. Nombre d'or stellaire. Un jour de ma longue route, singulier purel dans mon âme. La vie est un rond-point. Il faut choisir la bonne direction, celle du vent de poésie. Et dernier poème, inédit, que je viens à peine de publier dans mon œuvre complète qui est intitulée « Je la vis », le désir traditionnel, disons. Sous l'arc du destin. Les ailes déployées au vent,
nous parcourons l'espace, nos visages lancés au point des rêves, la main dans la main, sous l'arc de notre destin. Nous regardons la route, nos doigts serrent le jasmin, nous avançons vers la source, illuminée par le ciel. Éclat de paroles, c'est le sentier de la neige, innocence du jardin. Nous allons au-delà de la fortune, à l'est, au sud et partout. L'amour est notre poésie, la lampe de notre vie. Par bulle d'éternel, il donne l'aurore à nos jours. Cercle bleu de caresses, coloré comme notre cœur. Nous suivons les colombes, à l'horizon des toits, frissons de flèches sur l'écran de la lune. Nos baisers brûlés tremblent de cris d'aube. Nous cherchons l'oasis dans le labyrinthe du monde. Rêve de rêve par plis de silence. Émotion de nos triangles sur la ligne du soleil. Merci. Grazie mille Giovanni. Merci beaucoup. Merci Giovanni pour ces trois aspects du désir. Je me permets de revenir le professeur que j'ai été et de dire que bravo, vous êtes tous, personne n'est hors sujet. Merci. Vous êtes tous bien, vous avez compris. On avait un directeur prof, alors il fallait suivre. Voilà, bravo. Un grand merci. Étienne, musique. Merci Étienne. Bien. Alors, nous arrivons à notre autre poète, Brigitte Gir. Nous avions moins de femmes parmi le panel, mais voilà, je ne sais pas forcément politiquement correct. Brigitte, où est Brigitte? Je ne la vois pas sur l'écran, elle va apparaître. Ça, c'est juste un tout petit peu frustrant, cette histoire d'écran et de petits carrés. Brigitte est de nationalité suisse et française. Brigitte a un parcours qui l'a amenée à la poésie, mais qui est avocate de formation. Donc, c'est vrai, on a parlé de désir et de mathématiques. Bien entendu, tous les poètes ne sont pas que des littéraires, entre guillemets. Ils peuvent avoir fait d'autres formations, une formation parfois qui demande beaucoup plus peut-être de rigueur. Mais je pense que justement, après, il s'agit d'un très bon équilibre. Moi, j'ai trouvé, par exemple, des chirurgiens qui étaient des peintres absolument admirables, ou des musiciens aussi. Et je trouve en effet que ça permet justement de rééquilibrer beaucoup les aspects de notre personnalité. Brigitte est également traductrice. D'ailleurs, elle me disait qu'elle était prise régulièrement par des traductions, voilà, qui pouvaient l'éloigner un tout petit peu de la poésie pendant quelques temps. Et puis, elle y retournait encore mieux. Elle a obtenu de nombreux prix de poésie en Europe et elle écrit donc de la poésie dont aujourd'hui elle va nous livrer quelques secrets. Merci Brigitte, à vous.
Brigitte avait des problèmes de connexion lorsqu'on avait fait un petit... Non, Brigitte est là. Sauf que Brigitte doit enlever son micro. Brigitte, vous devez appuyer sur l'icône rouge pour pouvoir qu'on vous entende. Juste sur le petit bouton en bas à gauche. Il faut appuyer sur... C'est le micro. Essayez de ne pas être... Là, ça va. C'est bon, Voilà. c'est bon. Ne bougez plus. C'est bon. Bougez plus. Bon. Je suis la mauvaise élève. Hein. Ah ben non. Non, mais surtout, bougez pas trop parce que autrement, voilà. Comme ça. Pendant qu'Alice nous guettait dans la cour, en compagnie des fées de mon enfance et de quelques chiens et chats désabusés, tapis dans l'ombre de nos ombres, souffle léger à la racine de l'être, l'invisible dessinait notre double. Pour le reconnaître, il aurait fallu braver le qu'en dira-t-on, affronter les terreurs ancestrales, la folie quotidienne de l'autre en nous, arracher d'une main dématérialisée au fil encombrant du moi celui réputé plus léger de ce double intrusif. Mon corps, troublé par une eau hantée, se fond désormais dans une ville liquide, le lieu de ma naissance, où des cygnes blancs hurlent à la mort parmi les hirondelles. Aujourd'hui, nos pensées ensanglantent les murs de la ville, sèment des broussailles sur des tapis de rose. Jamais ne se décèle la tombe close sur un tout premier secret. La confusion subsiste entre le rêve et son exécution. Aujourd'hui comme hier, nous traçons ce que par avance, tel un pacte sacré, nous renonçons à connaître. Je vais tourner la page. Étranglés de joncs, les eaux de l'étang ravivent une mémoire d'écailles, antérieure au monde, témoin de l'inexorabilité des choses, l'immobilisme des pierres. On pourrait en faire un poème traitant de l'indéfini qui inaugure toute naissance. Mais pour nous qui fuyons le sort commun, il y a tant d'autres choses à dire, tant d'autres choses à faire, comme escalader le haut palmier, palme après palme, en soustraire, sans effleurer le champ du rossignol, ce qui encombre la voie conduisant à l'impasse du ciel. Les épreuves ne manquent pas. Cet hiver, par exemple, quelqu'un, un inconnu, m'a confié l'étrange tâche de séparer ce qui en nul horizon n'est séparable, la mémoire vive de celle morte. Jeu périlleux, affûté de l'âme, que cet état du moi soumis à coupure. Le devenir des choses est alourdi par ce qui, depuis si longtemps, brouille l'échiquier, l'échec et le mat. Tout embelli sera à déduire du compte final. Demeure ce bouillon de souvenirs fanés, pareil à celui de 11 heures, qui écume sous la lampe, entretient l'illusion. Ou encore le craquement de l'album, empli de si belles promesses, même si lorsque nous l'avons ouvert, les photos étaient nues, les cavités vacantes et une minuscule touche de glu faisait écho à un passé aveugle. Avant, à l'avant de l'avant, alors que nous vivions dans l'ombre qui nous précédait, l'incertitude marquait l'instant premier, tandis qu'une odeur de lait mouillait le silence. La solitude était en cet écart. Tout est voué à disparaître, disent les prophètes de ce temps. Tout, forme, fond, et de ce tout la part non résolue du tout. Je vous remercie. C'est un extrait de mon prochain livre, en fait, qui est dédié à ma mère, qui était pianiste concertiste, et qui s'appellera Partition tombée en poussière. Merci beaucoup, Brigitte. Oui. C'est aussi justement
très, très fructueux de vous entendre lire des poèmes d'il y a longtemps pour certains, de voir des poèmes que vous avez écrits lors de voyages, de déambulations, pourquoi pas justement en Roumanie, et puis de faire la connaissance d'œuvres que vous êtes sur le point de réaliser, de témoignages. Voilà, là encore une autre forme aussi de désir, de mémoire. Merci Brigitte pour ce témoignage. On avait eu l'occasion de se voir aussi dans d'autres pays et voilà. Au Maroc, oui aussi. Voilà, oui. Au Maroc aussi. Ouais. Très bien. Merci. Merci Muriel, à vous. Je redonne la parole à Étienne. Je redonne le micro à Étienne. J'écoutais plus, moi, c'est trop court pour moi, ça. Ah, mais on m'a demandé des petits trucs à des moments. Alors là, c'était une micro-question de 25 secondes. Vous avez raison. Quelquefois, avec mon équipe, je ne me bats pas, ce n'est pas du tout ça. Ils me disent 30 secondes, 45 secondes. Oui, j'étais habituée à un peu plus long, mais… Non, mais comme tu m'as dit de faire des petites… J'ai sorti vraiment des micro-pièces, des fois. Bon, alors par contre… Mais tout à l'heure, je ferai plus long. Pour le final, je veux plus long. Mais toi, il n'y a pas beaucoup. Là, il y a 3 lignes. Merci, merci. Alors, la parole est au dernier poète invité de cette soirée, à Mathias Vincenot. Mathias, ça y est, voilà, ça me fait plaisir quand je vois la personne face sur mon écran, parce que c'est quand même plus pratique pour s'entretenir. Mathias, que j'ai rencontré aussi dans des… alors là, pour une fois, c'était des rencontres parisiennes ou bien des démarches faites aussi au ministère des Affaires étrangères, parce que le ministère des Affaires étrangères doit soutenir également toutes les initiatives autour du livre, et que l'initiative que Mathias soutient avec également Jean-Marc Muller faisait partie justement donc d'orientation prônée par le ministère des Affaires étrangères. Mathias Vincenot est quelqu'un qui a à son actif de nombreux recueils de poésie. Je crois, si j'ai lu, c'est 17, peut-être. On approche de la… Oui, ça doit être ça, je crois. C'est ça qui est à peu près écrit. Donc, on est près de la vingtaine de recueils. Donc, une œuvre conséquente qui sont mis aussi en musique, donc avec votre ami Étienne. Et puis, vous êtes également, donc, vous animez des rencontres culturelles à la Sorbonne, qui sont très suivies, très diversifiées, je dirais, et qui se continuent dans le temps malgré la situation. Donc, félicitations pour tout cela. Vous êtes également le président du festival de Concèze, en Corrèze, qui aussi est un moment fabuleux de rencontres conviviales entre les poètes, entre les artistes, avec les spectateurs, voilà, spectateurs pas forcément d'ailleurs au début habitués à la poésie, mais voilà, qu'on retrouve et qui font un véritable moment de fête. Voilà, vous êtes un homme, je dirais, engagé dans la poésie, vous êtes également universitaire, vous enseignez, et donc voilà, je ne sais pas si je vous avais oublié, mais vous faites aussi partie de ces enseignants-chercheurs. Merci Mathias, je suis très contente aussi de vous retrouver. J'avais relu un livre que vous m'aviez donné il y a longtemps, et j'avais trouvé que là-dedans, il y avait beaucoup de textes qui parlaient du désir. Voilà. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'avais coupé la vidéo et le son, mais j'étais là, hein. Simplement, c'est vrai que quand je suis sur Zoom et que j'écoute quelque chose qui se passe, dès que je sens que je suis avec d'autres, j'ai envie de me gratter la tête, de me gratter le nez, c'est insupportable. Et j'écoute beaucoup mieux quand ma vidéo est coupée, voilà, paradoxalement. Mais
Donc, désolé. Mais en tout cas, merci beaucoup, Muriel. Et je vais lire quelques poèmes extraits de différents recueils. Le premier poème que je vais lire, il date de 2009 d'un recueil qui s'appelle La discordance des temps et qui a été publié au Temps des Cerises. Cette insécurité qui fait frémir, tout doucement, comme on se frôle, un peu plus libre, un peu plus seul, simplement deux, à ne rien savoir ou si peu de ce qui naît, de ce qui vient, de ce qui rend les gens heureux ou malheureux, à sentir venir la bascule d'un monde à un autre et si peu de certitude sur demain et aujourd'hui. On sent parfois qu'il se bouscule ce qu'on ne saurait exprimer, douceur de l'insécurité, de la bascule. Voilà, le poème qui suit est extrait justement des années aperçues, le recueil dont il était question tout à l'heure. Effectivement, il y a quelques poèmes sur le désir, celui-ci notamment qui est à partir d'une promenade dans Paris, qui s'appelle Histoire de place. J'entrais passage du désir, passage ou trop tôt pour le dire, je ne connaissais pas encore ce qui se cache derrière un corps. Me souvenant à Saint-Lazare quand, voulant forcer le hasard, mais sans doute par peur du noir, je me coulais dans le courant. Place des Victoires, j'étais heureux, nous étions beaux, nous étions deux, nous marchions les yeux dans la main, ou quelque chose de comparable, nous moquant des gens raisonnables, si confiants en notre destin que rien ne serait plus semblable si nous poursuivions le chemin. Vers l'éterne, nos habitudes nous convenaient vers le début, mais avant, passant par l'étoile, nous en avions tant dans les yeux. Place Rio de Janeiro, nous rêvions d'autres paysages. Nous qui repoussions l'abordage, je crois que nous perdions du temps. Les invalides ont validé mes idéaux d'évaluer. Pourtant, pensant à mon histoire, j'étais prêt pour la vie rêvée. J'y avais cru à Saint-Placide, aux premières difficultés, dans la bouteille à moitié vide, je voulais voir le bon côté. Sur la place du Panthéon, je pataugeais dans mes questions. Je ne retrouvais plus le sens de nos projets, de nos démences. Je m'attardais vers Châtelet, où le monde m'étourdissait. De la Bastille à la Nation, je n'avais pas la solution. Sur la place de la République, je n'étais pas au générique des comédies sentimentales habituelles pour la saison. Ce fut la fin vers Saint-Germain, emmitouflés dans nos chagrins. Près de la mutualité, notre histoire se déroulait. De la concorde à la discorde, il y avait cette promenade. Et quand j'ai voulu revenir, le passage du désir était fermé. Désirable déséquilibre. Voilà, je rentre à la maison. J'avais besoin de ce voyage. Ce n'était rien qu'une passion, pas davantage. Je reviens plus libre sans doute, plus cabossé mais plus vivant. Je ne reprendrai plus la route, il n'est plus temps. Ce n'était pas qu'une aventure, simplement un moment à vivre, désirable déséquilibre, un peu d'air pur. Je souris de ce beau détour par un chemin inattendu. Ce n'était ni vraiment l'amour, ni que le cul. Cela n'a pas duré longtemps, dans les replis de la conscience, quelque chose parfois attend, tendre démence. C'est vrai, je n'ai pas retenu cette force qui me poussait. Ne m'en veuillez pas, j'ai vécu ce qui devait. Les conventions de la morale ne seront pas de mon côté, mais j'aurais vécu les étoiles pour un baiser. Pour l'intensité d'un début, pour être incertain, balbutiant, pour ne pas dire « je n'y crois plus, je suis trop grand ». Ayons de nouveau cette ivresse qui peu à peu s'est éloignée, à force de tenir en laisse la vérité. Nous repartirons tous les deux, si tu le veux, comme au début, qui s'émoussaient comme nos jeux moins incongrus. Où te menèrent tes escales, que furent tes jours et tes nuits? Laissons, mais remettons les voiles vers notre vie. Voilà, et puis deux autres poèmes. Un poème de nouveau de ce recueil, et puis ensuite un tout nouveau. Fragile, comme la main qui se retire et qui revient, n'osant que dire, qui, s'entr'ouvrant à ce qui naît, devient un rêve maladroit, fragile, n'espérant plus être rêvé. Fragile, comme un désir coupé en deux dans l'illusion d'un nouveau jour, où il n'y eut pas une braise, pas même un délicieux malaise, fragile, quand on voyait un presque amour. Fragile, comme le moment de l'aveu, le cheminement de l'histoire, comme un instant qui nous échappe, un désir avant qu'il dérape, fragile, un rien d'amour au coin des yeux. Fragile, comme un soir de printemps passé, qu'on croit revoir à demi-mot, à rebours de la vérité, un silence à peine troublé, fragile, comme l'espace d'un amour. Voilà, je vais terminer par un poème extrait de mon nouveau recueil, Une éternité provisoire, qui vient de sortir aux éditions Unicité.
Je veux que rien n'empêche rien, des sentiments souvent provisoires, ni des belles histoires dans les rêves sereins. Je veux que rien n'empêche rien, ni les ombres, ni les creux, ni ce qui touche, ni ce que cachent les baisers presque sur la bouche, ni les songes semblant si loin, et que la vie soit ouverte à la possibilité d'un frisson qui s'évapore seulement après avoir fait son chemin. Je veux que tout soit dit, que les regards s'en mêlent et réconcilier le réel avec les espoirs de la nuit, que les doutes soient dissipés, comme quand nous avions l'âge, puissions-nous avoir le courage de ne pas les affronter. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mathias. Et là encore, bien entendu, absolument dans la thématique. J'ai bien aimé le vers. J'aurais vécu les étoiles. Très, très, très beau, invitant à la promenade, à la déambulation aussi parisienne, à ce rêve également qui est très prégnant chez vous. Félicitations. Alors, une petite précision sur ce vers, justement, c'est le seul vers qui n'est pas totalement de moi. C'est une petite référence à un vers de chanson que j'aime beaucoup. J'ai vécu les étoiles, c'est Rando à César ce qui lui appartient. C'est Andoni Turios du groupe Je Rigole qui avait fait une chanson avec ce J'ai vécu les étoiles. Et je me dis, ce truc-là, il faut que je l'insère dans un poème une fois, et je l'avais inséré dans ce poème. Vous l'aviez mis au conditionnel. Oui, au futur antérieur même. Au futur antérieur. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup. Alors, les interventions poétiques là sont finies pour l'instant. On va demander à Étienne qu'il prenne un petit peu plus de temps, en effet, pour nous faire un final musical, et nous passerons après la parole à Charles Gonzalez.
C'est un peu Merci. plus long. Merci encore, Étienne. Vraiment. Pour moi, c'est un plaisir d'entendre plus. On a quand même réussi, je pense, à bien vous entendre. Malgré, voilà, au début, le son était un petit peu beaucoup plus nasillard. Donc là, je pense quand même Ouais, c'est pas évident, mais un petit peu j'espère que mieux. ça allait. Bon, c'est mieux. Bon, on vous attend à Bucarest. Voilà. Oui, là, ce sera en direct, ce sera Bucarest, très bien. à Iași, à Bucarest, à Timișoara, bien entendu. On partage avec nos collègues. Partout. Voilà, partout. Merci beaucoup, Étienne. Donc, nous étions dans les désirs en fait. Dans ces désirs en fait, il y a une partie intitulée Désirs d'ailleurs. Et je vais donc maintenant céder la parole à Charles Gonzalez, qui va nous lire, nous dire, nous déclamer, comme je disais, des poèmes d'ailleurs, de la littérature contemporaine, lus en traduction, et je crois lui avoir demandé, avoir désiré écouter un poème en espagnol. Je ne sais pas si Charles nous le fera. Vous allez voir à quel point Charles comprend, connaît et vit et respire la poésie. Charles, à vous. En tout cas, merci de m'accueillir parmi vous. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, merci de m'accueillir parmi vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous entends, je vous regarde depuis le début, je vous trouve très belle et très beau. Voilà. Alors, de Pablo Neruda, du Chili, Désir. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement. Celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celui qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Oh, il meurt lentement celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux. Voilà. De Federico García Lorca, donc, dans son premier ou second pays d'Espagne, Deseo, désir. Solo tu corazón caliente y nada más, mi paraíso un campo, sin ruiseñor ni liras, con un río discreto y una fuentecilla, sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja, una enorme luz que fuera luciérnaga de otra, en un campo de miradas rotas, un reposo claro, y allí nuestros besos. Lunares sonoros del eco se abrirían muy lejos y tu corazón caliente, nada más. Octavio Paz, le Mexique, la fille et le printemps. Sur sa tige de chaleur se balance la saison indécise là-bas. Un grand désir de voyage agite les entrailles glacées du lac. Des reflets chassent là-haut, la rive offre des gants de mousse à ta blancheur. La lumière boit la lumière dans ta bouche. Mon corps s'ouvre comme un regard, comme une fleur au soleil d'un regard. Tu t'ouvres, beauté sans appui, un clignement, tout se précipite dans un œil sans fond, un clignement. Tout reparaît dans le même œil, le monde brille, tu resplendis à la limite de l'eau et de la lumière. Tu es le beau masque du jour. Et enfin de Palestine, Mahmoud Darwish,
mural. Un jour, je serai ce que je veux. Un jour, je serai une idée qu'aucun glaive ne porte à la terre désolée, aucun livre. Une idée pareille à la pluie sur une montagne, fendue par la pousse d'un brin d'herbe. Et la force n'aura pas gagné, ni la justice fugitive. Un jour, je serai ce que je veux. Un jour, je serai oiseau, et de mon néant, je puiserai mon existence. Chaque fois que mes ailes me consument, je me rapproche de la vérité et je renais des cendres. Je suis le dialogue des rêveurs. J'ai renoncé à mon corps et à mon âme pour accomplir mon premier voyage au sens. Mais il me consuma et disparut. Je suis l'absence. Je suis le céleste pourchassé. Un jour, je serai ce que je veux. Un jour, je serai poète. Et l'eau se soumettra à ma clairvoyance, métaphore de la métaphore que ma langue, car je ne dis ni n'indique un lieu. Et le lieu est mon péché et mon alibi. Je suis de là-bas. Mon ici bondit de mes pas vers mon imagination. Je suis qui je fus, qui je serai, et l'espace infini me façonne, puis me tue. Un jour, je serai ce que je veux. Un jour, je serai poète. Voilà. Merci. Merci Charles, merci, Merci à vous. On vous écouterait beaucoup plus longtemps. Comme moi, je vous écoute avec une grande joie et un grand désir de vous rencontrer toutes et tous. Bravo Charles, merci. Bravo. Merci à vous. Hein. Merci. Très belle rencontre à vous tous. On est dans les temps, 21h21. On n'a pas fait un chronomètre, mais de façon comme ça, spontanée, on a respecté, je ne veux pas dire un certain timing. Mais maintenant, voilà. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un tout petit peu la parole à ceux qui souhaiteraient intervenir, commenter, ou peut-être que Raluca, qui est chargé, qui regarde également aussi les questions, peut peut-être nous en parler. Raluca, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des questions qui sont apparues sur le chat Non, mais j'aurais moi une question, ou plusieurs. Puisqu'il y a eu également ce volet destiné aux jeunes que nous avons publié également aujourd'hui. Et je suis convaincue qu'il y a des jeunes qui nous ont suivis ce soir. Quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner à ces élèves et étudiants qui commencent à peine à écrire? Qui prend la parole? Sylvestre Oui, je veux bien, mais pour les jeunes, le mieux, c'est qu'ils lisent énormément. Je crois qu'il faut lire et relire. En fin de compte, tous les poètes lisent les autres poètes, et en fin de compte, sans les poètes qui nous ont précédés ou les poètes qui nous sont contemporains, nous ne saurions être poètes. D'ailleurs, en fin de compte, il n'y a pas de poète, il y a des poèmes. C'est-à-dire qu'un poète n'est pas toujours poète, parce que le poème est réussi ou pas, le poème, il est là ou il n'est pas là. J'aime beaucoup parler aux jeunes en disant, j'avais un grand ami qui s'appelait Henri Méchonic et qui disait, à juste titre, il se passe quelque chose à un moment donné et on doit ressentir si c'est là ou pas. Et donc, il y a des poètes qui ratent des poèmes. Moi, j'en rate plein, et donc il faut le savoir. Et tous les poètes, finalement, doivent être modestes. Il faut rester modeste. Ce qu'il faut, c'est surtout écouter la musique du poème, écouter l'émotion, écouter un poème doit changer quelque chose et doit apporter une note de mystère, une note d'interrogation, une harmonie, une musique, et puis peut-être aussi une question. Voilà ce que je dirais aux poètes. Merci. Oui, parce que c'est vrai que si je peux poursuivre sur ce que dit Sylvain, je suis tout à fait d'accord avec lui, évidemment. Et
Quand on est jeune et en poésie, on a parfois l'envie de se révolter contre tout et on se dit, ben moi, je vais arriver, je vais écrire quelque chose de très nouveau et en contre par rapport à ce qui existe. Mais parfois, on ne sait pas trop contre quoi on est. Donc, même pour les poètes qui se révoltent, même pour les jeunes qui se révoltent, il faut lire un maximum de choses de tout genre, même pour se révolter contre ensuite, pourquoi pas, mais au moins on prend position et on sait dans quel sens on va. Raluca, vous m'avez dit que vous aviez d'autres questions peut-être? Oui, c'est plutôt une curiosité personnelle qui porte sur votre rapport au langage, c'est-à-dire quand vous écrivez ou quand vous interprétez, et même question pour la musique, quel est votre rapport au langage? C'est plutôt un processus de type architectural, c'est le rythme qui est important, c'est le flux, le sens des mots, je ne sais pas, le bagage culturel que certains mots portent en eux. C'est un peu ça. La question est pour tout le monde. Oui, oui. Le rythme est essentiel. Je cite toujours à mes étudiants la petite histoire d'Apollinaire, qui, comme vous le savez, est italien et français, même lituanien, parce que sa mère était lituanienne. Et il dit toujours qu'il écrit sous la musique d'une petite chanson que lui chantait sa grand-mère quand il était tout petit. Et je considère cela fondamental. C'est-à-dire le rythme est en nous, le rythme est dans l'univers. Sylvestre vient de citer cet ami commun, Henri Méchonic, qui a toujours écrit et insisté sur le rythme du monde, le rythme de la vie. Et c'est en ce sens que je considère, pour répondre à cet ami qui a demandé, qui a posé cette question, insister sur le fait que la poésie a une grande responsabilité. C'est pour cela que la rencontre de ce soir est capitale. Pourquoi la poésie a une grande responsabilité? Parce que c'est le seul langage, la seule forme de langage qui répond à des questions ancestrales qui existent depuis l'apparition de l'être humain au monde. Et ces questions sont simples. Pourquoi il y a la lune? Pourquoi il y a le soleil? Pourquoi j'aime? Pourquoi le visage d'une jeune fille est très beau? Pourquoi l'herbe? Pourquoi l'eau? C'est-à-dire des choses, des questions auxquelles aucune science ne pourra répondre. Parce que la science me dit le comment des choses, comment est faite une chose, les molécules, les atomes, etc., jusqu'à l'infini, tandis que la poésie me dit le pourquoi des choses, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi la vie est la mort et la mort est la vie. Pour moi, c'est... Merci. Pour moi, je peux parler? Oui, bien entendu. Un tout petit peu plus fort, Marc, si c'est possible. Je voulais dire, pour moi, par rapport à la question de Raluca, la question, c'est la scansion et le son. Et leur jeu doit permettre l'émergence de l'image. Mais on revient au rythme. Le son, c'est capital. Le rythme, c'est quelque chose d'essentiel en poésie, c'est sûr. C'est aussi ce qui distingue la forme poétique d'une autre forme de littérature. C'est le rythme, quel qu'il soit, qui puisse être malmené, régulier. C'est vrai qu'on se distingue par rapport à ça. Et moi, j'aime bien aussi dire que dans la poésie, il y a aussi bien évidemment la suggestion. Et ce mélange de tout ça, le rythme, la suggestion, ce qui fait que les mots n'existent pas uniquement pour leur sens, mais aussi parce qu'ils font ressentir. J'appelle ça la chair des mots. J'en ai même écrit un livre, La chair des mots, voilà. En plus du rythme, qui inclut le rythme d'ailleurs. C'est vrai ça. Et j'ai écrit un recueil publié il y a, je sais pas, 4 ans, qui s'appelle La source et le royaume, à la rumeur libre. Et j'ai été très heureux parce que je l'avais envoyé à titre amical à un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami, qui est un grand professeur de
de philosophie émérite, maintenant à la Sorbonne, Nicolas Grimaldi. J'avais eu la chance de l'avoir très jeune en classe de philo. Lui, il avait 10 ans de plus que moi, c'était un jeune prof. Et on est restés amis. Et alors, il a écrit dans sa préface que j'étais un vielleux. Un vielleux, c'est-à-dire que effectivement, je suis limousin et les troubadours ont une grande tradition dans la langue limousine et occitane. Et en fin de compte, je suis un vielleux, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte le plus pour moi, c'est le rythme, la cadence, la sonorité, les sons. Et je rejoins tout ce qui a été dit à la fois par Giovanni et par Mathias. Je crois que c'est très important, ça. Et vous avez dû le percevoir, bien que j'ai lu un petit peu vite pour ne pas dépasser les 5 minutes tout à l'heure, mais je pense que les sons appellent aussi un sens. C'est-à-dire que le poète peut très bien se laisser aller au son, parce que c'est ce qui compte le plus. C'est pour ça que je m'entends si bien aussi avec notre ami Étienne et avec tous les amis musiciens, parce que les sons créent le sens aussi. Oui. Ce n'est pas forcément en sens inverse. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital parce que c'est pour ça que la poésie est un langage universel dans n'importe quelle langue, comme la musique. C'est ça. Donc, et cela donne une respiration à l'écouteur, pas seulement le poète respire, mais celui qui écoute la poésie, il respire comme s'il respirait de la musique qui peut être comprise dans toute zone du monde. La langue n'a pas d'importance. Et là, je cite, pour ne pas être prof, mais il y a un grand linguiste qui a insisté sur cet aspect qui s'appelle Jacobson. Roman Jacobson insiste sur le lien entre poétique, musique, ce que vient de dire Sylvestre, très important, son, et ce son, si j'entends un poème arabe, ben, je ne comprends rien à la lettre, mais je comprends tout au sens du rythme et de la profondeur du son dont on vient de parler. C'est vrai. Quand j'étais je crois que c'était en seconde, au lycée, on a eu un jour un grand professeur d'anglais qui avait un accent anglais pas forcément extraordinaire, mais quand il nous lisait du Shakespeare, il était absolument fabuleux. Et il m'a fait aimer la poésie, la langue anglaise, celle de Shakespeare. Mais en fin de compte, je suis persuadé que c'est John Florio, qui a écrit Shakespeare, parce qu'il y a une telle musicalité. Et il nous disait The strings and the arrows of outrageous fortune. J'adorais ça. Il m'a fait aimer l'anglais à travers la poésie et la musique. C'est formidable, absolument. Moi, j'aimerais poser une question à Charles. Oui. Charles, quel est justement votre rapport? C'est une question que je n'ai pas posée dans l'interview. Par rapport aux différentes langues, vous lisez en français, vous lisez en espagnol. Est-ce que ça vous arrive de lire dans une autre langue? Et est-ce que justement la langue va changer votre rapport au texte? Est-ce que vous vous sentez déjà plus à l'aise dans une langue maternelle, certes, mais quelle est votre relation à la langue, indépendamment de la langue poétique? Oui, mais ce serait la langue du gromelot que je me sentirais à l'aise, si vous voulez. C'est-à-dire que je rejoins Giovanni et Sylvestre. En tout cas, pour nous, les acteurs, c'est une question de musicalité uniquement, de musicalité et de grain, si vous voulez, de grain. Et c'est vrai que l'un de mes objectifs avec, par exemple, mes élèves de mon cours d'art dramatique, c'est de lire, par exemple, mais vraiment de manière expérimentale, le bottin du téléphone, vous comprenez? Si le bottin du téléphone est lu d'une manière musicale, avec les concepts, les percepts et les affects d'une voix telle que les décrit si bien Gilles Deleuze, eh bien, ce bottin du téléphone devient une œuvre d'art dans son oralité, hein, ou bien le mode d'emploi de ma machine à laver. Mais en ce qui concerne vous, les poètes, je pense que le passage de l'écrit au dire est essentiel. Vraiment, est essentiel parce que... Non, mais ça, tu as raison, on récupère l'oral. Oui, c'est ça. L'écrit à l'oral, c'est capital. Oui, parce que je suis persuadé que la langue, que la voix, la vôtre, la mienne, la voix est certainement l'élément le plus énigmatique et le plus sensuel du corps humain. Vraiment. Et quand il est mis au service de la poésie,
tu disais Shakespeare, tout à l'heure l'exemple, mon cher Sylvestre, mais c'est vrai que quand je vais au Globe à Londres, écouter les acteurs, c'est l'extase. Hein. Tout est musique, hein, et je ne suis pas bilingue anglais, mais je comprends tout des pièces les plus difficiles. Voilà. Très important. Oui, donc le rapport à la langue, écoutez, moi, il est pour vous répondre, pardon, Muriel, est vraiment très viscéral. Très viscéral. Ce n'est pas une question de jeu, d'interprétation, mais de viscéralité, de vivre le mot, comme le disait tout à l'heure notre camarade, dans sa chair, quoi. Voilà, dans sa chair, et de transmettre ce qui est certainement le plus difficile, notre quête à nous les acteurs, c'est de l'indicible, ce qu'il y a à travers les deux mots. Alors évidemment, avec ce moyen du Zoom, c'est un peu compliqué parce qu'on a tous l'angoisse d'être trop long, mais pour reprendre la pensée chère à Duras, lorsqu'elle dirigeait par exemple Michael Lonsdale comme acteur, c'est de tirer le verre libre ou autre, enfin, de le tirer jusqu'au maximum comme s'il s'agissait d'un élastique jusqu'au plus extrême de sa tension avant que l'élastique ne casse. Et de revenir ensuite au prochain vers, c'est-à-dire en pulsion. Et pardon, je ne réponds pas à votre question. Mais, espagnol, français, peu m'importe, ou arabe ou chinois, ce qui m'importe, c'est le concept, le percept et l'affect que dégage en tant qu'acteur une voix et qui touche l'autre. D'ailleurs, mon cher Charles, tu as mis en scène, c'est prodigieux, ce qu'a écrit Cocteau, La voix humaine, c'est magnifique. Oui. Nous t'avons écouté, enfin, cette mise en scène est formidable, l'actrice que tu as choisie est merveilleuse. Et je vois que tu as été suivi par ton compatriote Pedro Almodovar, qui vient de sortir un film sur la voix humaine. Oui. Ça veut dire que tout ça, ça compte énormément, effectivement. Ça compte énormément. Et d'ailleurs, j'ai encore 2 secondes pour citer un exemple. Ce même spectacle que tu as vu à Paris, je l'ai mis en scène au Théâtre National de Finlande à Helsinki. Formidable. Avec une actrice donc en langue finnoise. Évidemment, moi, je ne comprends pas le finnois, mais je l'ai dirigé de telle sorte que évidemment, je connaissais le texte de Cocteau en français, ça m'a beaucoup aidé, mais notre but essentiel était que le public, même francophone en Finlande, comprenne tout. Et on peut y arriver par cette musicalité dont vous parliez, messieurs, d'une façon très, très magistrale. Voilà. Mais voilà, c'est une question aussi de viscéralité. Puis il est urgent que la poésie soit dite à voix haute aussi, qu'elle soit transmise à voix haute. Alors ici à Paris, nous avons le marché de la poésie où il y a des déclamations, des choses comme ça. Hélas. Oui, mais je crois qu'il va avoir lieu au mois de juin. Mais la manifestation de ce soir, je suis d'accord avec toi, Giovanni, avec vous, pardon, Giovanni, elle est capitale. Elle est capitale. Elle est capitale parce que c'est la poésie qui se lève du livre et se fait humaine. Oui, merci Muriel de nous avoir tous conviés parce que c'est très porteur. Merci à vous parce que je pense qu'en effet, c'est notre rôle dans les instituts culturels, dans les centres culturels français, dans les alliances françaises, que de promouvoir évidemment la langue française, mais à travers des supports et des supports de qualité comme ceux que vous mobilisez et être toujours à l'écoute des jeunes ou des moins jeunes, mais toujours à l'écoute, et Charles aussi me rejoignait, toujours à l'écoute de cette qualité. Ça, c'est important. Ça n'a pas d'âge, mais arriver vers quelque chose, et puis quelque chose qui touche et qui émeuve. Donc, merci beaucoup pour ces moments d'émotion. Notre public sait qu'il a pu regarder sur le live sur Facebook, qu'il y aura un lien, qu'on peut réécouter, qu'on peut diffuser, etc. Nous avons des amis sénégalais qui nous ont écoutés. Je les salue. Et c'est vrai que les langues, avant d'être écrites, sont orales. Et nos amis africains ont une oralité exceptionnelle.
le Wolof et d'autres langues sont Oui, magnifiques. Senghor le disait, hein, Senghor le disait qu'il fondait sa poésie sur le rythme, sur le battement des mains et sur les phonèmes. Voilà. Voilà. Sénégalaise. Bravo Malik. Merci Malik. Merci Muriel. Hein. Merci Muriel. Merci aussi. Merci à vous tous. Muriel. Très belle soirée. Merci Muriel. Merci à tous. À bientôt. À bientôt les amis. Bravo. Bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Muriel. Au revoir, Giovanni. Au revoir. Merci Muriel. Bravo à tes collaboratrices. Marc, Mathias. A presto, ho detto. A presto. Bravo. Dans notre vie, tu étais italien. J'aime bien le final parce qu'en général, on ne se sépare pas tout de suite. On se dit, moi, je ne vais pas quitter avant l'autre. Oh non. Allez, au revoir. Allez. Allez, Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et à toutes. Et à Au tous. revoir.